L'avocat a fait glisser les papiers sur la table en chaîne rayée, comme s'il distribuait la dernière main d'une mauvaise partie de poker. Sa cravate était de travers, ses yeux fatigués. Julien, a-t-il dit d'une voix basse, si le juge privilégie les droits de la mère, on risque de perdre. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Les néons du tribunal de grande instance de Créteil bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Et quelque part dans le couloir, une porte a claqué assez fort pour faire trembler les vitres. Mes mains, des mains qui avaient réparé des rails de lit cassés et débouché des canalisations à l'hôpital Henri Mondor pendant 25 ans, se sont mises à trembler comme si je n'avais jamais tenu une clé à molette de ma vie. En face de moi, Théo n'a pas bronché. 17 ans maintenant, grand et dégingandé, les épaules légèrement rentrées, comme s'il essayait de se faire plus petit dans un monde qui lui semblait toujours trop bruyant. Ses yeux étaient calmes, ce même gris bleu tranquille qui fixait autrefois la fenêtre du salon quand il avait 6 ans. Il s'est penché tout près, si près que j'ai senti l'odeur du chewing-gum à la menthe qu'il mâchait toujours quand il réfléchissait. Et il a chuchoté « Laisse-la parler ». Pendant une seconde, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'avais envie de l'attraper par les épaules et de lui dire « Parler ? C'est en parlant qu'elle est partie. C'est en parlant qu'elle a menti. C'est en parlant qu'elle a franchi cette porte il y a 11 ans sans jamais se retourner. » Mais Théo n'a pas scié. Il n'a pas élevé la voix. Il est resté là, comme un caillou dans la rivière, laissant le courant se précipiter autour de lui, attendant de voir ce qu'il charriait. Ma gorge s'est serrée. J'ai avalé difficilement, et j'ai regardé notre avocat à nouveau. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? On risque de perdre ?» Il a expiré, s'est frotté le front. Le juge aux affaires familiales est imprévisible. Vous êtes son beau-père. Vous avez fait le travail, vous l'avez élevé, mais biologiquement, ne le dites pas. J'ai coupé, plus sec que je ne l'aurais voulu. Ma voix a résonné contre les murs nus du tribunal, et je m'en suis voulu immédiatement. Les doigts de Théo ont eu un petit mouvement nerveux, puis se sont immobilisés à nouveau sur son genou. L'avocat a levé une main. « Je ne vous insulte pas. Je vous dis ce que la partie adverse va arguer. L'avocate de Madame Fournier va vous présenter comme quelqu'un qui a gardé son fils loin d'elle, comme si vous l'aviez contrôlé, comme si vous étiez assis sur un argent qui appartient à la mère. » Mon estomac s'est retourné. J'ai pensé au visage d'Élise, maquillage parfait, lèvres brillantes, ce tremblement répété dans sa voix la dernière fois qu'elle s'était tenue sous la pluie devant chez moi. « Je veux juste récupérer mon fils », avait-elle dit, comme si elle ne l'avait pas déposé dans mes bras comme une valise encombrante. Le chuchotement de Théo résonnait encore dans ma tête. « Laisse-la parler. » L'avocat s'est penché en avant. Il faut rester calme, la laisser témoigner, laisser son avocate parler, ne pas réagir. J'ai regardé Théo. « C'est ça que tu voulais dire ?» Théo a hoché la tête une fois, lentement, avec certitude. C'est comme ça que la première partie a commencé, en plein milieu du pire moment de ma vie. Juste avant que le juge n'entre. Juste avant qu'Élise n'essaie de prendre ce qu'elle n'avait pas mérité. Mais pour comprendre pourquoi le chuchotement de Théo comptait, il faut savoir ce qui s'est passé la nuit où elle est partie. Il y a 11 ans, Créteil sentait l'asphalte mouillé et le vent de la Marne fin octobre. La rivière était haute cette semaine-là, sombre et rapide, et les arbres le long du quai de la Croisette avaient commencé à lâcher leurs feuilles comme s'ils abandonnaient. Je m'en souviens parce que mes chaussures étaient encore humides du travail quand je suis rentré. J'avais été de nuit à l'hôpital Henri Mondor, en train de réparer une fuite derrière le bloc opératoire, le genre de boulot que personne ne remarque sauf si tu ne le fais pas. Mes mains empestaient l'eau de javel et le métal, et mon dos me faisait sentir comme si quelqu'un y avait planté un clou. Quand je suis entré dans l'appartement de la rue du Général Leclerc, les lumières étaient allumées dans la cuisine. La radio jouait doucement, une de ces vieilles stations de variété française qui grésillaient quand le vent soufflait mal. Et Théo était assis à table, les genoux repliés sous lui, se balançant légèrement. Il avait 6 ans alors, petit, maigre, pâle, comme s'il ne passait pas assez de temps dehors. Élise se tenait près du plan de travail, son sac déjà sur l'épaule. Au début, je n'ai même pas compris. Je pensais qu'elle partait au carrefour ou à la pharmacie du coin chercher quelque chose. Elle faisait ça, partir tard,
revenir avec un sac plein de bricoles et une histoire. Mais ensuite, j'ai vu la valise près de la porte. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce qui se passe? Élise ne s'est pas retournée tout de suite. Elle a gardé les yeux sur l'évier, faisant couler de l'eau qui n'avait pas besoin de couler. Je ne peux plus faire ça, Julien. J'ai ri une fois, parce que mon cerveau refusait de suivre. Faire quoi? Des spaghettis? On est jeudi. Elle s'est finalement tournée vers moi. Son mascara était déjà fait. Ses cheveux étaient bouclés. Elle avait l'air prête, comme si elle s'était préparée pendant des heures, pendant que Théo restait assis là, à retenir son souffle. Théo a besoin de plus que ce que je peux donner, a-t-elle dit, comme si elle lisait un script. Cet appartement, cette vie, ça m'étouffe. J'ai jeté un coup d'œil à Théo. Il ne me regardait pas. Il fixait le motif de la nappe, traçant les petits carrés du doigt. Silencieux. Toujours silencieux quand l'air devenait tendu. Élise, j'ai dit, essayant de garder ma voix stable, on vient juste d'avoir le diagnostic. On n'a même pas encore... Justement, elle m'a coupé rapidement. Ce diagnostic, l'autisme, les séances, les rendez-vous, je n'ai pas signé pour ça. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la gorge. Tu n'as pas signé pour ton enfant? Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas ça. J'ai fait un pas en avant. Mes chaussures ont grincé sur le lino. Faire quoi? Dire la vérité? Elle a regardé par-delà moi vers la fenêtre arrière. J'ai suivi son regard et j'ai vu des phares dans la rue, derrière notre immeuble. Une voiture qui attendait, moteur en marche. Mon estomac s'est glacé. Tu pars? J'ai dit. Maintenant. La voix d'Élise s'est durcie. Je vais vivre ma vie, Julien. Je suis encore jeune. Je ne vais pas passer le reste de mon existence entre les cabinets médicaux et les réunions scolaires. Encore jeune comment? J'ai demandé avant de pouvoir m'en empêcher. Ses joues ont rougi. Ça ne te regarde pas? Oh, ça me regarde, j'ai dit, ma colère montant comme de la vapeur. Parce que tu es sur le point d'abandonner ton fils. Théo s'est balancé un peu plus vite. Sa respiration a changé, plus courte, plus rapide. J'ai vu ses doigts se crisper sur le bord de la nappe comme s'il essayait de s'ancrer. J'ai forcé ma voix à se radoucir. Mon grand, j'ai dit, ça va aller. Élise a saisi la poignée de sa valise. Il ira bien avec toi. Avec moi, j'ai répété, abasourdi. Élise, je ne suis pas... Tu es douée pour ce genre de choses. Elle a craché. Tu es patient. Tu es... toi. Je l'ai fixé. Toutes les petites disputes qu'on avait eues au fil des années se sont soudain alignées comme des dominos. Ses disparitions à des heures bizarres. Le nouveau parfum. La façon dont elle avait commencé à dire « je mérite mieux ». Puis elle a ajouté « je suis désolée ». « Je t'appellerai ». Elle a continué rapidement, comme si ça arrangeait les choses. Quand les choses se seront calmées. Je savais à ce moment-là qu'elle ne le ferait pas. « Élise ?» J'ai dit, la voix cassée, « regarde-le ». Elle ne l'a pas fait. Elle a contourné la table, embrassé la tête de Théo et s'est dirigée vers la porte. Théo n'a pas pleuré, ni crié. Il a juste fixé la fenêtre où les reflets ressemblaient à un mur. La porte s'est ouverte. L'air froid sentait la pluie et la boue. Puis, elle s'est refermée. La radio jouait une chanson triste. Je suis resté figé, le cœur battant. Je me suis dit, comment élever un enfant quand j'arrive à peine à tenir ma propre vie? Théo a chuchoté. Maman. J'ai cligné des yeux. Oui, elle est partie pour un moment. Il a fixé la fenêtre. Elle va revenir. J'avais envie de mentir, mais quelque chose en moi ne pouvait pas. Je me suis assis près de lui. Je ne sais pas, mais moi, je suis là. Ses yeux se sont posés sur moi, puis sont retournés vers la fenêtre. Ses doigts tracèrent des carrés, comme pour échapper à la douleur. Dehors, la voiture a démarré. C'était le moment où ma vie est devenue quelque chose que je n'avais jamais prévu. Le lendemain, j'ai conduit Théo à l'école. Il fixait droit devant lui, main rentrée dans ses manches. Son institutrice m'a pris à part. Il faut qu'on parle de son évaluation. J'ai hoché la tête comme si je savais. Je ne savais pas. Les semaines suivantes ont été un brouillard de rendez-vous et de paperasse. Je passais mes pauses en attente avec la sécurité sociale, mes soirées à lire des brochures du CMP.
À l'église, je m'asseyais au fond. Un dimanche, Martine, une femme âgée, m'a glissé un papier. Groupe de soutien. Les mardis soirs. Le café est infect, mais les gens sont bien. J'y suis allé. Ce premier mardi, j'ai senti le café rance et le désinfectant. Des chaises en cercle, des parents épuisés, un grand-père élevant son petit-fils, une mère aux yeux fatigués. Je suis resté silencieux. Puis j'ai parlé. Je m'appelle Julien. Ma femme est partie, j'élève son fils. Personne n'a jugé. Ils ont juste hoché la tête. Après, Michel, un homme avec une casquette d'ancien combattant, m'a tapé l'épaule. T'as une carte d'ancien combattant? J'ai jamais servi, j'ai dit. Pas grave, il a répondu. On a du café et on a des vieux qui savent réparer des trucs. Parfois, c'est ce qu'un homme a besoin. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'association des anciens combattants un vendredi soir, regardant Théo manger des frites pendant que des vieux hommes se disputaient sur le PSG. Michel s'est penché. Garde tous les reçus, Julien, chaque papier, crois-moi. Je ne comprenais pas, mais j'ai écouté. Quand ton monde s'effondre, tu t'accroches à tous les conseils solides. C'est ce que j'ai fait pendant 11 ans. J'ai appris les rythmes de Théo. Ses chaussettes pliées d'une certaine manière, les supermarchés bruyants qui crisperont ses épaules, les 5 minutes dans la voiture à écouter le moteur pour se calmer. J'ai appris à lui parler sans l'envahir, à lui donner de l'espace sans le laisser dériver. Lentement, il a grandi. Pas en faisant des blagues, mais en remarquant tout. Un gamin qui se souvenait des dates et des schémas. Qui a tranquillement construit un radeau avec des détails quand je pensais me noyer. Je ne l'ai pas vu. Je voyais seulement mon épuisement, ma peur, ma colère persistante. Quand Théo a eu 17 ans et que son projet informatique a valu 3,7 millions d'euros, cette colère est revenue différemment. L'argent achète l'attention. Et ceux qui t'ont abandonné sentent l'attention comme du sang dans l'eau. Quand Élise est réapparue sous la pluie avec une avocate et un sourire faux, mon premier instinct n'était pas la vengeance. C'était la panique. Maintenant, dans cette salle du tribunal au néon bourdonnant, en entendant qu'on risquait de perdre, j'ai réalisé quelque chose de pire. J'étais resté 11 ans, mais je ne m'étais pas préparé à la guerre. Théo, lui, si. Et il me demandait une chose. Laisse-la parler. La première fois que l'ordinateur de Théo est mort, c'était silencieux. Un petit clic, un écran noir qui refusait de revenir. C'était un mardi soir de février. La neige s'empilait, rue du Général Leclerc. La chaudière cliquetait. J'équilibrais un compte bancaire pendant que Théo fixait son écran. Il a appuyé sur le bouton. Rien. Il s'est figé. Pas paniqué, juste figé, comme si le monde s'était arrêté. Hé, j'ai dit doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a avalé. Il ne répond pas. Je me suis penché, plissant les yeux vers l'écran comme si ça allait aider. Peut-être qu'il a juste besoin d'un redémarrage. Je l'ai déjà fait, il a dit, un peu plus sec que d'habitude. Puis il s'est repris. Pardon? C'est bon, j'ai dit rapidement. On va trouver une solution. Mais quand j'ai ouvert le panneau arrière, mon cœur a coulé. La chose était tenue ensemble avec des vis dépareillées et de l'espoir. Un modèle de Cash Converters qu'on avait acheté 2 ans plus tôt avec de l'argent que j'avais sorti d'une enveloppe marquée « Urgence seulement ». On peut le réparer? Il a demandé. J'ai hésité juste une seconde de trop. Théo remarquait tout. Oui, j'ai dit quand même. Probablement. Cette nuit-là, après qu'il soit allé se coucher, je suis resté assis à table avec les entrailles de l'ordinateur étalées comme un patient sur une table d'opération. L'odeur de poussière brûlée remplissait la cuisine. Je me suis frotté les yeux et j'ai fixé la carte mère craquelée. Je n'avais pas l'argent pour une nouvelle. Même pas proche. Alors le lendemain, j'ai pris ma pause déjeuner à Henri Mondor et je suis descendu à la réserve de maintenance. Celle du fond, l'endroit où les écrans cassés et les machines obsolètes allaient n'était mourir. Julien, mon chef d'équipe a dit quand il m'a vu fouiller dans une caisse, « Tu cherches quoi? N'importe quoi avec un disque dur qui marche ?» J'ai dit. « Longues histoires. » Il a soupiré. « Prends ce que tu veux. Dis juste rien. » Cette nuit-là, je suis rentré en sentant l'huile de machine et la poussière. Théo m'a regardé depuis l'embrasure de la porte pendant que j'étalais les pièces de récupération sur la table. « T'es pas obligé de faire ça, » il a dit.
Si, j'ai répondu. Assieds-toi. Il s'est assis. Pendant 3 heures, on a travaillé en silence, sauf le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement occasionnel d'un camion qui passait dehors. J'ai soudé. Il a regardé. Puis, tranquillement, il a pointé du doigt. Celui-là va là. J'ai suivi son doigt. Il avait raison. Quand l'écran a finalement vacillé et repris vie, il a laissé échapper un souffle que je ne savais pas qu'il retenait. Merci, il a dit. C'était la première fois que j'ai compris quelque chose d'important. Théo n'aimait pas juste les ordinateurs, il les voyait. À l'époque, l'application n'avait pas de nom. C'était juste des dossiers, et des notes, et des croquis scotchés au mur avec du ruban de masquage bleu. Théo rentrait de l'école, mangeait le même sandwich au beurre de cacahuète qu'il mangeait tous les jours, puis disparaissait dans sa chambre. Parfois, je n'entendais que des tapotements sur le clavier. D'autres fois, je l'entendais faire les 100 pas, comptant sous son souffle. 1, 2, 3, 4. Tu travailles sur quoi? J'ai demandé une fois, m'appuyant contre l'embrasure de sa porte. Un moyen de rendre les magasins plus silencieux, il a dit. J'ai froncé les sourcils. Tu veux dire un casque? Non, il a dit patiemment. Des schémas. Il me l'a expliqué lentement, comme s'il avait peur que je me perde. L'application décomposait les grands endroits écrasants. Supermarché, école, gare routière, en étapes, en chemin visuel, en rappel doux. Un moyen de savoir ce qui venait ensuite pour que le bruit ne prenne pas le dessus dans ta tête. Je ne comprenais pas le code, mais je comprenais le besoin. Je l'avais vu s'éteindre dans le rayon des céréales au carrefour quand un enfant hurlait 2 allées plus loin, vu ses mains trembler quand les néons bourdonnèrent trop fort. Si cette chose pouvait l'aider, peut-être qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre aussi. La première fois qu'il a essayé de le montrer à quelqu'un en dehors de la maison, c'était à la bibliothèque de Créteil, une petite soirée tech communautaire. Table pliante, café dans des gobelets en mousse. La moitié des gens avaient l'air d'être entrés par erreur. Théo se tenait derrière la table, les yeux collés au sol. « Tu veux que je parle ?» j'ai demandé. Il a secoué la tête. « Je peux. » Il s'est éclairci la gorge. Ceci est un outil de planification et de navigation pour les personnes avec des problèmes de traitement sensoriel. L'ordinateur s'est figé à mi-chemin de la démo. J'ai senti mon estomac tomber. Théo a fixé l'écran, respirant vite. Ses doigts ont flotté, puis se sont arrêtés. Il a fermé l'ordinateur lentement. « Désolé, » il a dit. « Ça n'a pas... C'est pas grave, » une femme a dit gentiment. La technologie fait ça. Mais je pouvais le voir sur son visage. La déception, la façon dont il se repliait sur lui-même comme s'il se préparait à un impact. Cette nuit-là, il n'a pas touché l'application. 2 semaines sont passées, puis 3. Je l'ai trouvé un soir assis sur son lit, fixant ses mains. « Tu abandonnes ?» j'ai demandé doucement. Il a haussé les épaules. « C'est peut-être stupide ?» Non, j'ai dit fermement. « Ça ne l'est pas. » Il a levé les yeux. « Comment tu le sais ?» J'ai pensé aux nuits où je rentrais épuisé, mon dos hurlant, mes mains brutes à cause des produits chimiques, et quand même faire à manger parce que quelqu'un avait besoin que je le fasse. Parce que les choses stupides n'aident pas les gens, j'ai dit. Et ça t'aide. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui m'a foutu une trouille bleue. J'ai vendu ma voiture, une Peugeot 206 de 2004 avec des ailes rouillées et un tableau de bord craquelé. Mais elle roulait. Elle avait transporté du bois, du matériel hospitalier et plus de courses que je ne pouvais compter. Je l'ai vendue pour moins que sa valeur et j'ai acheté à Théo un ordinateur portable reconditionné qui ne pleurait pas quand il s'allumait. Quand je le lui ai donné, il m'a regardé comme si je venais de lui offrir la lune. « Tu as besoin de la voiture ?» il a dit. « Je peux marcher », j'ai répondu. « Toi, tu peux pas remplacer le temps. » Il m'a serré dans ses bras alors, maladroitement, brièvement, mais réellement. Les choses ont changé vite après ça. Pas du jour au lendemain, pas façon montage de film, mais assez. Théo a peaufiné l'application, lui a donné un nom, Symétrie, l'a inscrite à un petit concours à Paris. N'a pas gagné la première place, mais s'est fait remarquer. 1 mois plus tard, Le Parisien a publié un court article en page 4. Un ado du Val-de-Marne développe une application pour utilisateurs neuroatypiques.
Je l'ai découpé et scotché au frigo. Puis est venu l'email. Puis l'appel. Puis la réunion dans un café, près de la Marne, où un homme en blazer a parlé de valorisation et de croissance d'utilisateurs comme s'il commandait un déjeuner. Quand le chiffre est tombé, 3,7 millions d'euros, j'ai eu le vertige. Théo a juste hoché la tête. On n'a pas célébré. On a pris un avocat, un tranquille, plus vieux que moi, portait le même costume marron à chaque fois. Il a parlé de structure et de protection et a dit quelque chose qui m'était resté. L'argent ne change pas les gens, il a dit, il les révèle. Cette nuit-là, j'ai ouvert un dossier et j'ai écrit une étiquette dessus avec un marqueur noir. Théo K. Tout. Je ne le savais pas encore, mais ce dossier allait devenir la chose la plus importante que j'ai jamais possédée. Parce qu'une semaine plus tard, quand la lettre recommandée est arrivée, ce n'était pas d'un investisseur. C'était d'Élise. Élise n'a pas frappé la première fois qu'elle est revenue. Elle se tenait sur mon palier sous la pluie, comme si elle possédait l'endroit, comme si elle était juste sortie fumer une cigarette et avait finalement décidé de rentrer. Ses cheveux étaient plus foncés que dans mon souvenir. Son manteau était propre et avait l'air cher, le genre de manteau qu'on ne porte pas sauf si on s'attend à ce que les gens le remarquent. J'ai ouvert la porte et le froid s'est engouffré, portant l'odeur du trottoir mouillé et du vent de la Marne. « Julien », elle a dit doucement, prudemment. « On peut parler ?» Derrière moi, je l'ai senti avant de l'entendre. La porte de la chambre de Théo s'ouvrant juste d'une fraction. « Je pense qu'on a assez parlé pour toute une vie », j'ai dit. Élise a jeté un coup d'œil derrière moi dans l'appartement, ses yeux bougeant vite, mesurant. « Je veux juste le voir. » « C'est pas un chien, » j'ai dit. « Tu débarques pas comme ça. » Sa mâchoire s'est serrée. « Je suis sa mère. » Ce mot a frappé comme un marteau. Je suis sorti et j'ai tiré la porte derrière moi. La pluie a trempé ma veste immédiatement, froide contre mon dos. 11 ans, j'ai dit tranquillement. Tu peux pas utiliser ce mot comme s'il était neuf. Élise a soupiré et a détourné le regard comme si j'étais épuisant. Je n'étais pas dans un bon état à l'époque. Tu n'étais dans aucun état, j'ai craché. Tu es parti. Je suis parti parce que je me noyais, elle a riposté. Tu crois que c'était facile d'être piégé dans un appartement avec un enfant qui... Ah, arrête, j'ai dit sèchement, mes mains se refermant en poing. Finis pas cette phrase. Elle a pressé ses lèvres ensemble, puis a adouci sa voix à nouveau. Je vais mieux maintenant. J'ai fait beaucoup de travail sur moi. J'ai failli rire. Derrière la porte, je n'entendais rien. Ça me faisait plus peur que le bruit ne l'aurait fait. On ne fait pas de travail sur soi en abandonnant son gosse, j'ai dit. Tu peux pas débarquer maintenant et faire comme si c'était un parcours de guérison. Les yeux d'Élise se sont durcis. Je ne fais pas semblant. Je récupère ce qui m'appartient. Voilà, c'était dit. J'ai ouvert la porte et suis rentré sans un mot de plus. Élise a hésité, puis a suivi, secouant l'eau de son manteau comme si elle s'installait. Théo se tenait dans le couloir, à moitié caché, son visage pâle mais illisible. « Salut, mon cœur », Élise a dit en forçant un sourire. « Tu as tellement grandi. » Théo n'a pas répondu. Ses yeux ont glissé de son visage au sol et y sont restés. Élise s'est éclairci la gorge. « J'ai beaucoup pensé à toi. »« Marrant ?» j'ai dit. « On n'a pas eu de nouvelles ?» Elle a agité la main. « Julien, s'il te plaît, je ne suis pas venu me battre. »« Non !» j'ai dit. « Tu es venu regarder. » Son regard a glissé vers la cuisine, le couloir, le frigo avec l'article du Parisien toujours scotché dessus. Elle s'est arrêtée là. Ses yeux se sont aiguisés. « C'est quoi ça ?» elle a demandé. « Ça te regarde pas ?» j'ai dit. Elle a souri, lentement, finement. On dirait le nom de mon fils. Ma poitrine s'est serrée. J'ai senti le changement alors, le moment exact où la curiosité s'est transformée en calcul. « Je devrais y aller », elle a dit finalement, reculant vers la porte. « Mais je serai en contact. »« Non », j'ai dit. « Tu le seras pas. » Elle s'est arrêtée sur le seuil et a regardé Théo en arrière. « Tu m'as manqué », elle a dit doucement. Théo n'a pas bougé. La porte s'est fermée. La pluie a avalé ses pas. Je me suis appuyé contre le chambranle, mon cœur battant si fort que ça bourdonnait dans mes oreilles. Derrière moi, Théo a parlé, sa voix plate. Elle ment. Je me suis retourné.
T'es sûr? Il a hoché la tête. Sa respiration a changé. Je l'ai fixé. Quoi? Quand elle parle de sentiments, il a dit, factuel, elle respire plus vite. Quand elle parle de choses qu'elle veut, elle respire normalement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. La lettre de son avocate est arrivée 3 jours plus tard. Formelle, polie, agressive, sans jamais élever la voix. Madame Fournier cherche à rétablir une relation avec son fils et à traiter certaines questions financières liées à ses activités commerciales récentes. Mes mains ont tremblé en lisant. Les mots ont flou. Question financière. J'ai appelé l'avocat qu'on avait utilisé pour le trust et me suis assis en face de lui dans un petit bureau qui sentait la poussière et le café brûlé. Il a lu la lettre 2 fois, puis s'est penché en arrière dans sa chaise. Elle va chercher le contrôle, il a dit. Elle peut faire ça? J'ai demandé. Il a hésité. Cette hésitation était pire que n'importe quelle réponse. Vous êtes son beau-père, il a dit prudemment. Vous avez tout fait correctement, moralement. Légalement, c'est compliqué. J'ai avalé. Dites-le. Si le juge privilégie les liens biologiques, il a dit, on pourrait perdre l'autorité décisionnelle sur les fonds. Pas tout, mais assez. Mon estomac a chuté. Après tout, il a écarté les mains. Le juge aux affaires familiales ne récompense pas toujours le sacrifice, surtout le sacrifice non documenté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le ventilateur au plafond qui cliquetait de façon irrégulière, chaque son trop fort. J'imaginais le marteau d'un juge tombé. J'imaginais Théo forcé à des réunions avec Élise. J'imaginais ses mains sur de l'argent qu'elle n'avait jamais gagné. Je rêvais qu'elle souriait pendant que tout ce que j'avais construit brûlait. Quand le matin est arrivé, mes mains étaient froides et engourdies. Théo était assis à la table de la cuisine en train de trier des papiers. « Qu'est-ce que tu fais ?» j'ai demandé. « J'organise ?» il a dit. « Pourquoi ?» Il a levé les yeux vers moi, calme, stable. « Pour le tribunal ?» Ma poitrine s'est serrée. « Théo, c'est pas ton boulot. C'est un truc d'adulte. » Il a penché la tête. « Je suis presque adulte. » C'est pas ce que je veux dire. Il a poussé une pile de papiers vers moi. Emails imprimés, messages vocaux transcrits, date, heure. « T'as gardé tout ça ?» j'ai demandé. « Oui. » « Pourquoi ?» Il a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Parce qu'elle a dit une fois « Ne me rappelle pas, sauf s'il y a de l'argent. » Mon souffle s'est bloqué. Quand? Il y a 6 ans, il a dit. Je me souvenais. Je me suis assis lourdement sur la chaise. Élise n'avait pas juste abandonné Théo. Elle lui avait appris quelque chose. Que les gens disent finalement la vérité si tu les laisses parler assez longtemps. Et soudain, son chuchotement au tribunal avait un sens terrifiant. Je ne voulais pas croire que mon beau-fils de 17 ans s'était préparé à ça plus longtemps que moi. Ça blessait ma fierté d'une façon que je n'avais pas anticipée. On s'est assis à la table de la cuisine cette nuit-là. La même table où Élise avait autrefois fait sa valise et était partie comme si elle était en retard pour un vol. La lumière au plafond vacillait, un truc que je devais réparer depuis longtemps. Et une pile de dossiers était posée entre nous. Manille, étiquetée de l'écriture précise de Théo. Date, nom, lieu. Celui-là, il a dit en glissant un dossier vers moi. C'est les emails. Je l'ai ouvert. Messages imprimés, interlignes simples, surlignés en jaune. Certains étaient courts, certains étaient cruels dans leur efficacité. Je peux pas gérer ça maintenant. Arrête de me contacter. C'est toi qui as choisi ça, Julien. Ma poitrine s'est serrée. Je ne me souvenais pas de la moitié. Pas parce qu'ils n'avaient pas existé, mais parce que je les avais enfouis si profondément que je m'étais presque convaincu qu'Élise avait simplement disparu. Celui-là? Théo a continué en tapotant un autre dossier. C'est les transcriptions de messages vocaux. Tu les as transcrits? J'ai demandé. Oui, il a dit. L'audio était déformé. C'était plus facile à lire. J'en ai pris un au hasard. Date 15 mars 2017. Heure 14h32. Élise Fournier? Je ne veux pas de cette responsabilité. Ne m'appelle plus. J'ai fermé les yeux. Toutes ces années, je pensais protéger Théo en ne lui rappelant pas, en ne le laissant pas entendre sa voix.
Il s'avère qu'il l'avait entendu quand même. T'aurais pas dû faire ça, j'ai dit tranquillement. Théo a haussé les épaules. Ça m'a pas dérangé. Ça m'a fait peur, parce que ça me disait quelque chose sur à quel point tôt il avait appris à ne compter sur personne d'autre. Les semaines suivantes ont filé ensemble. Réunions, emails, coups de fil qui semblaient toujours se terminer par «On verra ce que le juge dira». L'avocate d'Élise était bonne, jeune, confiante. Elle parlait sur des tons calmes et rassurants, comme si tout ça n'était qu'un malentendu qui pouvait être résolu avec les bons papiers. Élise s'est appuyée fort sur cette image. Quand on l'a croisée lors d'une conférence préparatoire, elle portait un pull doux et aucun bijou. Elle avait l'air fatiguée, fragile. «Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour mon fils», elle a dit en tamponnant ses yeux avec un mouchoir. J'ai senti mes mains se refermer sous la table. Théo était assis à côté de moi, mains pliées, yeux sur la moquette. L'avocate d'Élise lui a souri. «Théo, on est si fiers de ce que tu as accompli. Ta mère a suivi ton parcours de loin.» Théo a levé les yeux. «Non.» La pièce est devenue silencieuse. «Non?» L'avocate a répété, souriant toujours. «Elle ne l'a pas fait!» Théo a dit calmement. «Si elle l'avait fait, elle saurait que mon application n'est pas un jeu.» Élise s'est raidie. «C'est un logiciel sous licence.» Théo a continué, sa voix égale. «Utilisé par des écoles et des cliniques. Il aide des gens comme moi. Merci de ne pas le minimiser.» L'avocate a cligné des yeux, juste une seconde. J'ai mordu l'intérieur de ma joue pour ne pas sourire. Plus tard, dehors dans le parking, j'ai pris Théo à part. «Ça va?» Il a hoché la tête. «Elle parle trop?» «Qu'est-ce que tu veux dire?» «Elle s'explique quand personne ne demande», il a dit. «Les gens qui disent la vérité font pas ça.» Je l'ai fixé. Il n'était pas en colère. Il ne complotait pas de vengeance. Il observait un schéma. Pourtant, j'ai failli tout gâcher. C'est arrivé un vendredi soir à l'association des anciens combattants. Poisson frit, longue table, l'odeur de graisse et de café épaisse dans l'air. Michel m'a glissé une bière et a secoué la tête. «Elle a du culot!» il a dit. «T'aurais dû adopter le gamin à l'époque.» «Je sais», j'ai marmonné. «Tu pourrais rendre ça public?» un autre gars a ajouté. «Facebook adore ce genre de truc.» Pendant un moment, l'idée m'a tenté. Poster les emails, poster les messages vocaux, laisser la ville voir qui était vraiment Élise. Je suis rentré, téléphone dans la main. Théo était à son bureau, en train de taper. «Je pense poster quelque chose», j'ai dit. Il s'est arrêté lentement, s'est retourné. Ce serait une erreur. Je me suis hérissé. «Elle nous traîne au tribunal.» Oui, il a acquiescé. Où il y a des règles. J'ai expiré fortement. J'en ai marre des règles. Théo s'est levé, s'est approché, m'a regardé droit dans les yeux. «Papa?» Il a dit, rarement utilisé, toujours délibéré, les données ne fonctionnent que si elles restent propres. Le mot «papa» a frappé plus fort que tout ce que l'avocate d'Élise avait dit. J'ai baissé le téléphone. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter le vent de la Marne faire vibrer les fenêtres, réalisant à quel point j'avais été près de laisser la colère brûler l'affaire même qui pourrait nous sauver. 2 jours avant l'audience, Élise a déposé une requête d'urgence. Notre avocat m'a appelé au travail. Ils essaient d'accélérer. Mes mains sont devenues engourdies. «C'est mauvais? C'est de la pression», il a dit. «Ils veulent nous prendre au dépourvu.» Je suis rentré dans le brouillard, convaincu que c'était le moment où tout s'effondrait. Théo m'a accueilli à la porte. «C'est bon», il a dit avant même que je parle. «Comment tu le sais?» «Il se précipite», il a répondu. «Ça veut dire qu'il devine.» Je me suis effondré sur le canapé. «Et si le juge se range de son côté quand même?» Théo a réfléchi un moment. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. «Alors, on aura quand même la vérité», il a dit. Et la vérité est patiente. Pour la première fois depuis qu'Élise était revenue, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Je ne savais toujours pas comment ça allait finir. Mais je savais une chose avec certitude. Élise entrait dans une salle d'audience avec des histoires. Théo entrait avec des dossiers. Et tout ce que j'avais à faire, la chose la plus dure que j'avais jamais faite de ma vie, c'était rester silencieux.
Le tribunal de grande instance de Créteil sentait toujours vaguement le vieux papier et la cire pour parquet. Ce matin-là, il sentait la sueur et les nerfs. La salle d'audience était déjà à moitié pleine quand on est entré. Des visages locaux, quelques personnes de l'église. Un des gars de l'association des anciens combattants, assis au fond, les bras croisés comme s'il gardait l'endroit. Les nouvelles voyagent vite dans une ville comme Créteil, surtout quand l'argent et la famille se mélangent. Élise était assise à la table opposée, dos droit, mains pliées proprement sur ses genoux. Son avocate se penchait près d'elle, chuchotant quelque chose qui la faisait hocher la tête au moment juste. Elle avait l'air calme, posée, comme si elle avait sa place ici. Moi, non. Mon genou tressautait sous la table. Mes paumes étaient moites. Chaque craquement des bancs en bois sonnait comme le tonnerre dans mes oreilles. Je ne pensais qu'à une chose et une seule. Je ne suis pas son père biologique. Cette phrase tournait dans ma tête comme une mauvaise chanson qu'on ne peut pas arrêter. Le juge est entré. On s'est levé, assis, le marteau est tombé avec un coup sec qui a résonné contre les murs et dans ma poitrine. L'avocate d'Élise a parlé en premier. Elle a dressé un tableau soigné. Une mère qui avait fait des erreurs. Une femme qui avait lutté. Un parent qu'on avait tenu à distance pendant que la vie et la fortune de son fils grandissaient sans elle. Elle veut seulement ce qu'il y a de mieux pour son enfant, elle a dit avec douceur, marchant juste assez pour paraître sincère. Et elle croit qu'elle devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant son avenir. Élise a tamponné ses yeux au moment juste. J'ai serré les dents. Puis Élise est montée à la barre. Elle a parlé doucement, prudemment, de santé mentale, d'avoir été perdue, de retrouver son chemin. Je n'ai jamais cessé d'aimer mon fils. Elle a dit, la voix tremblante. J'ai failli me lever. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, les mots se griffant pour sortir de ma gorge. Mais je n'ai pas bougé. Je me suis souvenu du chuchotement. Laisse-la parler. Élise a parlé d'anniversaires qu'elle ne pouvait pas vraiment situer, d'écoles qu'elle a nommées faussement, de thérapies qu'elle disait avoir soutenues mais ne pouvait pas décrire. Son avocate la guidait, doucement, l'éloignant des détails, gardant les choses larges, en sécurité. Puis c'était notre tour. Notre avocat s'est levé, a ajusté ses lunettes et a posé une simple question. Madame Fournier, quand avez-vous assisté pour la dernière fois à une séance de thérapie de Théo? Élise a cligné des yeux. Eh bien, ça fait un moment. Combien de temps? Elle a hésité. Plusieurs années. Pouvez-vous être plus précise? Elle s'est déplacée sur son siège. Je ne me souviens pas de la date exacte. Notre avocat a hoché la tête. Vous souvenez-vous du nom de son thérapeute? Élise a ouvert la bouche, l'a refermée. Il y en a eu plusieurs. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Mon cœur martelait. L'avocat a continué, calme comme un homme lisant une liste de courses. Madame Fournier, savez-vous que Théo a une allergie documentée aux arachides? Élise a froncé les sourcils. Il n'avait jamais eu d'allergie enfant. L'épaule de Théo s'est raidie à côté de moi. Notre avocat n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Madame Fournier, seriez-vous surprise d'apprendre que ces dossiers scolaires et médicaux mentionnent cette allergie de façon constante depuis plus d'une décennie? Les yeux d'Élise ont glissé vers son avocate. Trop tard. Le juge s'est penché légèrement en avant. Puis, Théo a été appelé. Il a marché jusqu'à la barre sans hésitation, s'est assis, a ajusté le micro avec des mains soigneuses. Veuillez décliner votre identité, le juge a dit. Théo Fournier. Il a répondu. Sa voix était stable, claire. Élise lui a souri, pleine d'espoir. Ça n'a pas atteint ses yeux. Théo ne l'a pas regardé quand il a parlé. Il a regardé le juge. J'ai apporté des dossiers, il a dit simplement. Il a tendu une pile de documents soigneusement organisés. Email, transcription, log, date, heure, fait. Notre avocat l'a guidé doucement. Théo, peux-tu expliquer pourquoi tu as gardé ces documents? Oui, Théo a dit. Parce que la cohérence compte. Élise s'est déplacée sur sa chaise. Théo a continué, imperturbable. Le 15 mars 2017 à 14h32, ma mère a laissé un message vocal déclarant qu'elle ne voulait pas de responsabilité et demandant qu'on ne la contacte plus. L'avocate d'Élise a bondi. Objection! Le juge a levé une main.
Rejeté. Théo a lu les mots sans émotion. Pas d'amertume, pas de colère, juste la vérité. La salle est devenue silencieuse. Le visage d'Élise s'est vidé de ses couleurs. Puis est venu l'email, celui où elle avait écrit « C'est toi qui as choisi ça, Julien ». Puis un autre, et encore un autre. Élise a commencé à secouer la tête. C'est hors contexte. Théo a légèrement penché la tête. Il n'y a aucun contexte où cette déclaration implique un soutien. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Pas parce qu'elle perdait, mais parce qu'il se tenait là, calme, mesuré, incassable. Le juge a regardé Élise. Madame Fournier, contestez-vous l'authenticité de ces dossiers? Élise a ouvert la bouche, l'a refermée. Non, elle a chuchoté. Le silence qui a suivi était lourd, mérité. Quand le jugement est tombé, c'était presque anticlimactique. Le juge a rejeté la demande d'Élise pour le contrôle des actifs de Théo, lui a ordonné de couvrir une partie des frais de justice, a émis un avertissement concernant les futures procédures sans fondement. Élise a fixé droit devant elle, tandis que le marteau tombait. C'était fini. Dehors, sur les marches du tribunal, l'air froid a frappé mon visage comme la liberté. Élise est passée devant nous sans un mot, ses talons cliquant sèchement contre la pierre. Pas de larmes, pas d'au revoir. Juste l'espace vide où la responsabilité avait finalement rattrapé son retard. Théo s'est tourné vers moi. « Ça va ?» il a demandé. J'ai hoché la tête, ma gorge serrée. « Ouais, et je le pensais. Pour la première fois depuis longtemps, je le pensais vraiment. » La Marne était basse ce printemps, large et calme, glissant devant Créteil comme si elle avait tout son temps. Une semaine après le jugement, Théo et moi avons marché le long des bords de Marne juste après le lever du soleil. L'air était assez frais pour piquer un peu, le genre de froid qui te réveille au lieu de t'épuiser. Je portais 2 cafés du relais près du quai de la Croisette, le mien noir, le sien avec trop de crème. On n'a pas beaucoup parlé au début. C'est comme ça que ça a toujours été avec nous. Le silence n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur. C'était un endroit où on savait tous les deux se tenir. De l'autre côté de l'eau, le soleil levant a frappé le vieux pont ferroviaire rouillé, le transformant en orange pendant quelques secondes avant que la lumière ne change à nouveau. J'ai regardé Théo marcher un demi-pas devant moi, les mains dans les poches de sa veste, comptant ses pas sans s'en rendre compte. « Tu penses à elle parfois ?» j'ai demandé. Il s'est arrêté. Pas brusquement, juste fait une pause, comme s'il considérait une question qui méritait une réponse honnête. « Oui, » il a dit, « mais pas comme avant. » « Comment ça ?» Il a regardé la rivière. « Je ne me demande plus pourquoi elle est partie. Je remarque seulement qu'elle est restée absente. » J'ai hoché la tête. Ça avait du sens. On s'est assis sur un banc près du virage du chemin. Un jogger nous a dépassés, écouteurs dans les oreilles, perdu dans son propre monde. Quelque part derrière nous, un train de marchandises a soufflé son klaxon, long et grave, le son roulant sur l'eau comme un souvenir. J'ai pris une gorgée de café et j'ai grimacé. Brûlé. Trop chaud. Le café du relais ne changeait jamais. Je n'arrête pas de penser, j'ai dit, à toutes les fois où j'ai failli tout gâcher. Théo m'a jeté un coup d'œil. Tu ne l'as pas fait? J'ai failli, j'ai dit. Poster des trucs, crier, essayer de me battre contre elle de la façon bruyante. Il a réfléchi à ça. Tu étais en colère. J'avais peur, j'ai corrigé. Il y a une différence. Il a hoché la tête une fois. La colère est bruyante, la peur est occupée. J'ai souri malgré moi. Tu devrais écrire des messages pour biscuits chinois. Un coin de sa bouche a tressailli. Pour Théo, ça comptait comme un sourire. On est resté assis là un moment de plus, regardant l'eau glisser comme elle l'avait toujours fait. Même rivière, même ville, poids différent sur ma poitrine. Plus tard cette semaine-là, Théo a demandé si on pouvait utiliser la salle paroissiale les mardis soirs. Pourquoi ? J'ai demandé. Une réunion, il a dit. Pour des enfants comme moi et leurs parents. J'ai cligné des yeux. Tu veux animer un groupe de soutien ? Oui, il a dit simplement. Il y a un besoin. Alors on l'a fait. On a installé des chaises pliantes, fait du mauvais café, étiqueté une boîte en carton, dont, et l'avons collée près de la porte. Théo a parlé de routines et d'outils. J'ai parlé de paperasse et de patience,
de rester quand partir aurait été plus facile. Le premier soir, 6 personnes sont venues. La deuxième semaine, il y en avait 12. Un mois plus tard, Théo a utilisé une partie de l'argent de Symétrie pour lancer un petit fonds de bourse. Rien de tape à l'œil, juste assez pour aider des enfants comme lui à obtenir les outils dont ils avaient besoin sans avoir à mendier. Quand quelqu'un lui a demandé pourquoi il n'allait pas plus grand, programmes nationaux, grande presse, il a secoué la tête. C'est là que je vis. Il a dit, c'est suffisant. Un soir, alors qu'on fermait la salle, j'ai finalement posé la question qui était restée dans ma poitrine depuis le tribunal. Comment tu savais? J'ai dit. À l'époque, quand tu m'as dit de la laisser parler. Théo a glissé les clés dans sa poche et m'a regardé. Parce que, il a dit prudemment, les gens qui mentent s'expliquent. Les gens qui disent la vérité n'en ont pas besoin. J'ai senti quelque chose se poser en moi à ce moment-là. Toutes ces années, je pensais que rester signifiait faire plus, travailler plus dur, tout réparer avec mes mains. Il s'avère que rester signifiait aussi savoir quand ne pas interrompre. Élise n'est jamais revenue. Pas d'excuses, pas de deuxième tentative. Et c'était bien. Parce que la famille, ce n'est pas qui se présente quand il y a de l'argent sur la table. C'est qui reste quand les lumières sont éteintes, que les factures sont dues et que personne ne regarde. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà été celui qui est resté quand partir aurait été plus facile, j'espère que vous prendrez une seconde pour réfléchir à cette force. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui la comprend. Et si vous aimeriez entendre d'autres histoires réelles et ancrées comme celle-ci, pensez à vous abonner. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées. Elles ont juste besoin de temps.